Nous vous le disions en ouverture, 3 personnes ont malheureusement trouvé la mort. C'était le 2 mars dernier du côté du département du Mayo-Tchanaga. Nous sommes là du côté de l'extrême nord du Cameroun. 3 personnes qui ont été confondues aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Ces personnes ont été arrêtées par les populations et par la suite, elles ont été tuées et puis calcinées. C'est après qu'on s'est rendu compte que cela a été une erreur grave. Je commence par le professeur Mathias Eric Owonangini et nous nous appuyons sur le rapport du département du Mayo-Tchanaga adressé à son gouverneur pour lui faire état de cette situation. Regard général au nom de Boko Haram, professeur, on peut maintenant tomber dans plusieurs dérives au nom de la suspicion. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux familles des chercheurs qui ont été tués ainsi que du guide qui les accompagnait qui a également été tué. C'est un incident véritablement dramatique qu'on confonde des chercheurs qui viennent identifier les éléments de notre patrimoine géologique avec des terroristes de Boko Haram. Ça veut dire en tout cas que les populations qui vivent dans ces localités exposées à la menace de Boko Haram sont profondément traumatisées par les violences que ce groupe leur inflige. Et c'est un dramatique incident ce qui est arrivé. Et c'est un coup pour les chercheurs qui vont désormais s'interroger s'il faut qu'ils aillent sur ce type de terrain. Est-ce qu'il ne faut pas dire, professeur, connaissant quand même que c'est une zone à haut risque parce qu'il s'agit du village Soulé des Rois dans le Mayo-Tchanaga. Est-ce qu'il ne faut pas dire que certaines mesures de sécurité doivent être prises à l'endroit, par exemple, non, des chercheurs qui s'aventurent à aller dans ce genre de zone? Si un certain nombre de mesures et peut-être de clarifications ou d'informations avaient été données au préalable, on aurait certainement évité ce pire. Ne sachant pas exactement dans quelles conditions ces chercheurs se sont retrouvés sur le terrain, je ne peux ici que faire des hypothèses. De toutes les manières, dans ce type de situation, quand des chercheurs vont dans des régions qui sont très difficiles du point de vue sécuritaire, il y a effectivement des mesures préventives à prendre. Ce sont d'abord des mesures d'information de toutes les autorités qui sont chargées à un titre ou un autre de la surveillance du territoire. Ce sont des mesures d'information, des relais des administrations sur le terrain. Parce qu'évidemment, quand vous vous déplacez, vous traversez des territoires et évidemment ces territoires ne sont pas sans occupants. Il faut donc au préalable qu'on sache qu'il y a des chercheurs qui arrivent et ce qu'ils viennent faire. Parce qu'évidemment, sinon ils peuvent être pris pour autre chose. Ça me rappelle une affaire qui a eu lieu dans les années 80 au Zaïre avec un célèbre animateur de télévision française qui s'appelait Dieu le veut, qui faisait des émissions d'aventure et qui a été assassiné en République du Zaïre parce qu'en fait les forces de sécurité l'avaient pris pour un espion. Était-il un espion ou pas? On n'a jamais su véritablement, mais on sait qu'il y a eu aussi un grand risque de méprise. Donc il faut faire extrêmement... Et puis il y a maintenant des mesures de protection. Ça veut dire que dans ces conditions, les chercheurs doivent souvent être accompagnés pour ne pas faire face à des attaques. Très bien. Parfait, nous le disons, nous le redisons donc, un fait malheureux du côté donc du Mayo-Tchanaga, plus précisément au village Soulé des Rois, où 2 chercheurs justement accompagnés de leur guide ont été attrapés, puis tués et même par la suite calcinés. Les populations ne les connaissaient pas. On a vu des individus, des inconnus, et comme ces populations sont dans la peur de Boko Haram, elles ont cru que c'était encore les membres de cette secte. Ces personnes ont perdu la vie. Votre commentaire, votre analyse? D'abord, je ne suis pas sûr que ces populations
ont confondu ces chercheurs. Ah bon? Mais je ne suis pas sûr. Parce que les informations que nous avons reçues venant de leur association des chercheurs démontrent que ces deux chercheurs avaient des documents, avaient la documentation, que ce n'était pas la première fois qu'ils arrivaient dans cette zone. Ils sont arrivés là-bas au moins 3 fois. Et que c'est à l'issue, vous savez, quand vous faites de la recherche, à un moment donné, votre directeur de thèse peut vous dire d'aller compléter un certain nombre d'éléments sur le terrain. C'est en allant compléter ces éléments qu'ils ont été victimes de ce que nous appelons aujourd'hui un drame. Parce que, effectivement, c'est un drame, perdre 2 chercheurs de cette nature et pratiquement pour rien, au nom de la justice populaire. Moi, je pense plutôt à un assassinat un assassinat. Et pourquoi les populations auraient voulu assassiner des chercheurs? Justement parce que avant il y a eu plusieurs étapes. On les a d'abord arrêtés, on les a bastonnés et après on a mis le feu sur eux. Ça veut dire que, et quand vous voyez la vidéo, ils discutent avec ces gens. Ils leur disent, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Donc, et une autre source révèle que ils sont quand même passés par le sous-préfet, par l'un des chefs de la localité, et on ne comprendra jamais pourquoi ces populations sont arrivées à ce niveau. Et en plus de cela, il faut quand même se dire que même dans l'accoutrement de ces chercheurs, ce n'était pas exactement comme les Boko Haram se présentent généralement. Donc il y a un problème à la fois du contexte, mais surtout il y a eu de la part des populations un jusqu'au boutisme inacceptable. Et nous devons sans réserve condamner cette attitude. Et c'est pour cela que chaque année, chaque fois nous disons il faut arrêter la guerre partout. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau et à quel moment nous-mêmes nous pouvons être victimes. Ce n'était que des chercheurs. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de gris-gris sur eux, ils n'avaient pas un élément indicatif de ce que ce sont des Boko Haram. Donc il y a eu un abus de la population et nous espérons que, évidemment, nous avons eu le maire qui a donné sa version et comme ce sont ces populations, il dit qu'il n'était pas au courant, mais dans la contradiction, on s'est rendu compte qu'ils avaient suffisamment d'informations sur eux. Et d'ailleurs, c'est très difficile pour des chercheurs de descendre sur le terrain, surtout dans une zone en guerre. Une zone à risque. Une zone à risque, sans avoir le moindre élément, sans avoir la moindre documentation qui prouve qu'ils sont en train de faire des recherches. Je regrette aussi que le ministre de la recherche scientifique, jusqu'aujourd'hui, n'a pas dit le moindre mot sur ses collaborateurs victimes de ce que j'appelle pour moi un assassinat des populations. Peut-être par fin voum, parce qu'une enquête a été ouverte, probablement, je dis bien probablement, que le ministre elle-même attend d'être suffisamment fixée. Saint-Éloi Bidon, parfait, émet d'énormes réserves quant à ce qui s'est passé du côté du Mayo-Tchanaga. Lui parle plutôt d'un assassinat. On a attrapé ces personnes. On sait quand même, Saint-Éloi, que lorsqu'on attrape des terroristes, habituellement, ils ont des objets suspects sur eux. Ça peut être des couteaux, ça peut être des machettes, ça peut être des armes à feu, ça peut être, comment vous appelez ça, lorsque un terroriste veut se faire sauter. Bref, un arsenal qui puisse quand même démontrer que cette personne est dangereuse. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce qui est arrivé à ces chercheurs qui ont été tués, et on insiste bien, par la suite calcinés? Dans votre propos introductif, vous avez parlé d'erreurs graves. Je ne pense pas que ce soit une erreur. Et quand une erreur est grave, il y a un début de faute. Normalement, quand des chercheurs vont dans une zone à haut risque, à très haut risque, comme là où ils ont été brûlés vifs et calcinés, ils doivent bénéficier d'un minimum
de sécurité. Vous savez, quand le sous-préfet se déplace dans le Nozo, il est escorté par le BIR. Naturellement. Quand des chercheurs vont... Bref, je voudrais croire que on a levé un peu la garde et ce type de choses peuvent donc se produire. Entre-temps également, Sainte-Éloi, je ne vous coupe pas, hein. Nous n'allons pas diffuser ces images qui sont extrêmement atroces pour des raisons d'éthique et de déontologie, mais je vous pose quand même une préoccupation. Je sais que dans la recherche, il n'y a pas de limite, mais entre-temps quand même, pourquoi aller forcément également en ce moment dans des zones, comme tu as dit, à haut risque pour ce genre de travaux? Moi, on aurait pensé qu'il y avait eu... que la guerre avait été perdue par Boko Haram et que l'ordre était revenu, la sécurité était revenue dans ces zones. Ça fait quand même des années qu'on n'entend plus parler des exactions. Ah, des années? Peut-être vous êtes excessif là. De Boko Haram. Bref, ce n'est plus comme avant. On peut penser que... Là, c'est mieux. Ce n'est plus comme avant, mais la menace est toujours présente. On peut penser que l'État a pris des dispositions, mais on relève quand même que l'État a baissé la garde. Et c'est pour ça que ce genre de choses se produisent. Vous soutenez la thèse de Parfait, que c'est un assassinat pur et simple? Vous nuancez un peu. La facture, on l'adresse à qui? Je n'en sais rien. La facture, on l'adresse à qui? C'est deux chercheurs de haut vol qui sont tombés pas entre les mains de Boko Haram qu'on redoute. Mais entre les mains des populations. Mais entre les mains des populations. Qui sont-elles ces populations qui décident de qui a le profil de Boko Haram et de qui ne l'a pas? Non. Il ne faut pas laisser les chercheurs à la vindicte comme ça. Non, non, non. L'État doit prendre ses responsabilités pour nous éclairer, pour nous édifier. En matière de criminologie, on pose plusieurs questions. Qui? Où? Pourquoi? Tout au moins, ces questions ont besoin de réponses. Et c'est l'État qui peut nous donner ces réponses. Sainte-Éloi Bidon, pour l'instant, j'insiste qu'une enquête a été ouverte. Nous n'avons pas encore les résultats de l'enquête. Ce que nous faisons, c'est peut-être pour l'instant dénoncer, décrier, pleurer. 3 personnes ont donc été tuées du côté du Mayo Tchanaga, pas par Boko Haram, mais par des populations qui pensaient quelles étaient ces personnes-là, membres de Boko Haram. On dira une confusion fatale. Oui, je regrette vivement ce dérapage. Et au-delà des condoléances que nous tous nous pouvons adresser aux familles de ces victimes-là, nous devons voir que ce que devient une société où on laisse que l'idée que les gens se rendent justice eux-mêmes s'installe. Vous pensez que le problème est plus profond? Le problème est plus profond parce que moi je vis dans une ville où les autorités peinent à réagir. Je vis à Douala qui est devenu un grand centre de désordre et de comportements pervers de toutes sortes. Des activités de lynchage sont quotidiennes. Un simple accident de la circulation, vous pouvez être lynché. Oui. Parce que vous avez dans la ville des hordes d'individus. Surtout si c'est contre un moto-taxi. Voilà, vous avez des hordes d'individus qui ont intégré dans leur inconscient qu'ils ont l'aptitude de décider du sort des gens. C'est là que se trouve le problème. À Douala, maintenant, une moto vous cogne, elle passe. Elle ne s'arrête pas. Il s'enfuit. Vous cognez une moto,
ses frères viennent pour vous lyncher. Qui ne sont pas ses frères de profession. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des gens qui s'identifient au fait qu'ils conduisent des motos ensemble. Mais ce sont ses frères ethniques. Ce sont ses frères ethniques. Si les gens à côté n'interviennent pas vigoureusement, on vous lynche. Donc nous sommes dans une phase critique où beaucoup de drames de cette nature peuvent survenir simplement parce que les gens ont fait reculer l'État. Ils travaillent au quotidien par des tas de comportements et les hommes politiques sont responsables de ce développement. Faire reculer l'État pour se substituer à l'État. Il y a des malades, il y a une pandémie, un groupuscule d'individus dit « moi je vais collecter l'argent pour soigner les gens ». Il y a un accident, un groupuscule d'individus vient rendre justice. Tu vois des gens qui commencent à dire comment, non, c'est lui qui a tort, non, c'est ceci. Tout le monde se sent capable de tout faire. Tout le monde se sent capable de faire des enquêtes, de découvrir la vérité. Alors que ces exercices de recherche de la vérité sont des activités spéciales qui sont du ressort des gens qualifiés pour le faire. Nous devons faire en sorte que nos populations, dans nos villages, partout, sachent que l'État est encore debout. Malgré les dysfonctionnements qu'on peut reprocher à l'État ici et là, malgré la corruption qui semble faire croire aux gens que la justice n'est pas rendue, il faut que les gens fassent confiance aux autorités. Vous allez chuter. Quand il y a une situation comme ça, et Mathias a raison de dire que ce comportement est révélateur de la psychose dans laquelle ces populations vivent suite aux exactions. On est donc d'accord. Mais quand vous avez donc arrêté les chercheurs, il fallait les amener chez les autorités. Il fallait aller voir le chef du village pour lui dire que nous avons arrêté quelqu'un de Boko Haram. Le chef du village allait immédiatement en tant qu'auxiliaire de l'administration instruire une démarche qui se rapproche du sous-préfet et après, tout le monde aurait su qu'on avait arrêter des gens qui ne sont que des universitaires, qui sont en train de chercher la vérité sur ce que Boko Haram est, ce que Boko Haram fait, les drames que Boko Haram vous a fait subir, etc., etc. Ne vous rendez pas justice vous-même. Très bien, c'est compris, Abel Elimbi Lobé. Pierre Blériot, Abel Elimbi insiste que au-delà de ce qui est arrivé à ces 3 personnes, ce drame que nous condamnons tous sur ce plateau, le mal est plus profond. Il y a comme un sentiment de bon nombre de Camerounais qui pensent que de plus en plus, eux-mêmes doivent se rendre justice et c'est eux les procureurs et décident de qui lyncher, de qui ne pas lyncher, de qui tuer, de qui ne pas tuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, mais Parfait, il y a peut-être un élément qui a échappé aux autres. Je crois que Parfait Boum doit avoir cet élément. Avant qu'on ne tue ces chercheurs, la gendarmerie, un certain nombre d'éléments de la gendarmerie se sont opposés. Les populations se sont montrées plus violentes. Donc, il faut... En fait, il y a cet aspect qu'il faut avoir. Ce n'est pas des gens qu'on a arrêtés, on les a tués tout de suite. J'ai habité des quartiers difficiles, je sais comment ça fonctionne souvent. C'est souvent une horde, excusez le mot, d'imbéciles souvent. C'est pas des gens, ces gars qui étaient là en train de tuer ces chercheurs ne savent pas ce que c'est qu'un chercheur. Vraiment, quelle perte. Donc, sans stigmatisation, vous trouverez là qu'il y avait presque personne qui parle français. Et ça, il faut décrire là. C'est-à-dire, les gens disent, il faut tuer Boko Haram. Ils disent dans leur, il faut tuer. Donc, toi qui, pour leur expliquer que non, le type, c'est que tu vois, comment on dit même chercheur dans d'autres langues, pour lui dire que, oui, pour lui dire que non. Oui, on dit que bon, il y a des gens qui viennent souvent, soit de Yaoundé, de Douala, il y a un truc là, on appelle ça l'université. Et quand tu pars là-bas, ils sont pas capables. Ils sont effectivement comme les mototaximans dont il parlait. Ils sont obtus. Il n'y a rien. On a une victime expiatoire, il faut la tuer. Et si ces gendarmes avaient insisté, ils auraient été tués eux-mêmes.
C'est en allant chercher du renfort et autres. Première chose. Deuxième chose, les chercheurs sont partis, les autres. Vous l'avez dit, même nos autorités ne montrent pas beaucoup de sérieux. Si vous rencontrez un sous-préfet, vous lui dites « je suis chercheur », il va dire « vraiment, moi, on m'a affecté ici, ça m'énerve d'abord. Toi, on va chercher. » C'est ce qu'il te dit, il va chercher. Non, il ne mobilise. Non, tu parles au sérieux parce que dans lui-même, bon, il a ses problèmes, il veut être nommé préfet, et toi tu arrives, tu dis que tu pars chercher. Il te reçoit de manière expéditive. Il te reçoit et ça montre que nous ne donnons pas de l'importance à la science. Parce que ces gens auraient dû être encadrés suffisamment. Protégés. Donc, ce n'est pas qu'il faut abandonner la recherche, mais pour d'autres, vraiment, en attendant que la chose s'assainisse, si vous n'avez pas les protections nécessaires, n'y allez pas. Vraiment. Ah, c'est clair. N'y allez pas. Je crois que pour le moment, personne ne peut aller faire la recherche dans le nozo, le vrai nozo. Parce que là-bas, si on te prend et que tu dis même que tu es chercheur, et que tu sors de Yaoundé. Tu sors de Yaoundé, de Pobia. Tu es en gamin. Là c'est grave. Donc, on est dans cette situation-là. C'est donc un crime. Parce qu'il ne faut pas parler de justice. C'est un crime. C'est-à-dire qu'il y a un minimum quand même de contradictions qu'on aurait dû faire. Vous arrêtez un bandit dans les quartiers difficiles. Et certains criminels qui savent que ce bandit pourrait révéler des choses, vous poussez au crime. Il faut le tuer. Il faut le tuer pour brouiller les pistes. Quelquefois, ce n'est pas lui, mais il faut vite tuer quelqu'un pour brouiller les pistes. Parce que s'il y avait quand même quelques personnes éclairées dans le groupe, on aurait dit, discutons avec ces gens. Nous avons vu des situations regrettables. Un jeune homme va dormir chez une fille, ils ne s'entendent pas, au petit matin, la fille crie au voleur. Mais vous avez l'impression que nous avons la boue au cerveau. Comment vous criez au voleur, vous voyez quelqu'un avec un caleçon le matin, vous dites que c'est un voleur, tuons-le. Oui, on a toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et la dernière analyse que je fais, c'est que les gens sont suffisamment traumatisés. Ils attendent seulement des petites occasions pour mettre en évidence leur violence refoulée. C'est-à-dire les gens veulent tuer les gens. Et si on lui dit même que celui... Il y en a même qui ont participé au lynchage des membres de leur famille avant de découvrir après que c'était un membre de la famille. Donc, cet esprit-là qui est en train de nous habiter, de violence généralisée, demande que les conditions de vie soient améliorées. Parce que ça, c'est la pauvreté. Merci. C'est la pauvreté qui amène les gens à raisonner comme ça. Merci. Il y a Abel Elimbi qui veut absolument ajouter un petit détail. Oui. On ira rapidement, Abel. Juste rappeler à tous nos compatriotes, sans exception, instruits ou pas, ce que la volonté du peuple camerounais est. Elle est consignée dans la Constitution, dans son préambule, qui dit que toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances, même là où Boko Haram est. Tu dis ça aux gens de Rwanda? Oui, je dis ça aux gens de Rwanda. Tu dis ça, non, il n'échappe pas à la... Parce que si on attrape, on ne va pas l'amener au tribunal, on va dire que non, lui, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Si on établit que c'est toi qui as tiré le premier coup ou qui as frappé le coup de bâton, tu seras puni conformément aux lois et règlements de ce pays. Donc l'ignorance ou l'analphabétisme ne disculpe pas les professionnels de la justice populaire. Ils doivent savoir ce que la Constitution dit. Elle dit que la personne humaine doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. Donc même si vous attrapez un bandit, ne le traitez pas comme vous n'aurez jamais voulu qu'on vous traite. La Constitution dit en aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et d'ailleurs, vous avez inscrit cette réflexion au goût du jour. Parce que les discours que les hommes politiques tiennent, qui incitent au traitement inhumain, au traitement dégradant, sont à l'origine de cette dérive qui affecte nos populations les plus reculées, qu'on dit être des populations
qui ne sont pas instruites, etc., etc. La préservation de la vie n'a pas besoin que je sois instruit. Elle a simplement besoin que je sache que c'est un humain et qu'il y a des autorités. Je prends un humain qui est un malfaiteur, je l'amène chez les autorités et je fais confiance à ces autorités-là. C'est compris. Et ce n'est pas discutable. Nous avons également sur ce plateau d'autres qui veulent encore prendre la parole. Juste une nuance. Oui, allons-y rapidement, ce que M. Limbi Lobel dit. L'instruction, c'est aussi l'instruction coutumière, il y a l'instruction traditionnelle. Bien sûr. On transmet des valeurs, Bien on sûr. transmet On des parle en langue connaissances. locale. Oui, en disant aux gens ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà. Merci, Saint-Éloi Bidon. Nous devons donc faire un effort de dire à toutes nos populations, qu'elles soient les populations des zones urbaines ou des zones rurales, que nul n'a le droit de se rendre justice. Ce que Blériot Niébeka a porté comme élément nouveau traduit la gravité de la situation. Qu'il y avait des gendarmes en tenue et qui se sont opposés. Et si elles avaient insisté, elles auraient été lynchées. Je crois qu'il y a, à travers cette action, un message très fort qui est envoyé aux autorités qui nous dirigent. On bafoue déjà l'autorité. L'État est couché. J'ai entendu Limbi Lobe dire que l'État est debout. Que l'État est debout. Non, ça démontre la suffisance que l'État, dans ces zones-là, est couché. Et il fallait le lui faire savoir. Mais la manière de lui faire savoir n'y est pas. Et il faudrait donc que les autorités prennent des dispositions. J'ai dit que quand l'indiscipline et le désordre ont toutes les audaces, l'État doit s'armer de tout le courage pour rétablir l'ordre et par tous les moyens. Très bien. Parfait, Mvoum. C'est l'occasion également pour vous, certainement, de dire, même dans des zones à haut risque, les zones de conflit et, entre guillemets, de guerre, d'organiser des séances d'enseignement, de sensibilisation auprès de ces populations. Oui, en fait, le maire Saint-Éloi Bidon m'a précédé. À la suite justement de ce qu'a dit Blériot, parce qu'effectivement, le récit que nous avons eu, c'est que on ne les a pas tués d'un coup. Il y a eu de la résistance. Et même les gendarmes sont venus, ils n'ont pas pu. Mais ces populations avaient absolument besoin du sang? Finalement, c'est évident. Et c'est pour dire que la promotion de l'État debout que fait Elimbi se heurte à la réalité des faits. Est-ce qu'il ne faut pas également dire parfait, vous, oui, que dans les zones de conflit, je parle là sous le contrôle de quelqu'un qui enseigne ces choses à l'école de guerre, les populations, à force de voir du sang, commencent à banaliser la mort? Oui, c'est possible que... et je pense que ce n'est pas seulement dans des zones à risque. Au Cameroun aujourd'hui, on est presque... tout le monde est insensible à la mort. C'est-à-dire que vous constatez presque tout le monde, parce que vous avez l'impression aujourd'hui que chaque fois qu'il y a un mort, quand vous allez même dans les deuils aujourd'hui, vous constatez que on ne réserve plus ce qu'on réservait à l'époque aux morts. C'est-à-dire que il y a une situation, le voisin est en difficulté, on s'en fout presque. Il y a un certain nombre de choses qui prouvent qu'aujourd'hui, les gens ne s'occupent plus. C'est-à-dire la mort ne dit plus grand-chose. Il faut le dire. Maintenant, donc je voulais dire à Limbi que l'État debout, dont il fait la promotion, en réalité est couché. Et nous le constatons avec cette affaire des morts des chercheurs. Puisque la justice, ils n'y croient plus. Les gendarmes sont là, ils n'y croient plus. Les chefs, la chefferie, ils n'y croient plus. Et finalement, chacun décide de faire ce qu'il veut. C'est ce que je voulais relever. Tout en adressant encore nos sincères condoléances à ces familles donc durement éprouvées. On attend certainement aussi la sortie de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. On parle quand même des chercheurs qui ont été tués du côté du Mayo Tchanaga. Une autre touche pause s'impose.